Bienvenue dans Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Ici, on ne parle pas seulement de chiffres, de pièces ou de billets. On parle de ce qui vibre en nous, de nos histoires de famille, de notre éducation et de cet héritage invisible qui, encore aujourd'hui, dicte notre façon de vivre et impacte notre bien-être. Je suis Éléonore et dans ce refuge sonore, je t'invite à explorer l'intimité de ton rapport à l'argent. Bonne écoute et bon voyage. C'est bon, let's go. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Aujourd'hui, j'ai décidé de plonger avec vous au cœur de l'ambition entrepreneuriale féminine avec une invitée qui refuse de subir le jeu du patriarcat. C'est important de le préciser car encore aujourd'hui, au moment où on enregistre, on est à l'aube de la journée du 8 mars, donc la journée des droits internationaux de la femme. On entend souvent parler du plafond de verre, mais pour moi, il existe un piège beaucoup plus sournois, celui de l'autocensure, tout simplement. Celui où on n'ose pas se mettre en valeur, on n'ose pas porter sa voix, assumer qui on est, on n'ose pas dire je suis. Et mon invitée, elle a décidé de faire de la prise de parole son arme de combat, son levier d'émancipation financière. Aujourd'hui, elle est la fondatrice de 3 entreprises, Ramène ta fraise, La Pépinière et le Divan des patronnes, qu'elle présentera beaucoup plus en détail. Et elle accompagne beaucoup de femmes à transformer leur expertise en un actif, qu'il soit financier ou symbolique. Pour elle, la parole, c'est plus qu'un exercice de communication, c'est un acte politique avant tout. Il s'agit, je pense que vous l'avez deviné, de Nina Ramen, qui va nous montrer comment transformer chaque mot, chaque contenu en un levier pour reprendre le pouvoir sur notre destin de femme, qu'il soit économique, politique, voire même biologique. Sans plus tarder, je vais l'accueillir. Bonjour Nina, comment vas-tu? Hello Éléonore, un énorme merci pour cette présentation, c'était génial. Merci beaucoup, je trouve que c'est fou. Toujours, tu sais, quand c'est les autres qui parlent de toi, tu fais, ah ouais, c'est vrai, c'est moi. Elle a l'air bien la fille de qui elle parle. Euh, non, non, donc merci beaucoup pour cette présentation, je suis ravie d'être là et pour répondre à tes questions, je vais être très bien. Ok, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à cette présentation ou on peut aller dans le flow? C'est incroyable, tu peux aller dans le flow. Ok, mais du coup, moi je t'ai invité parce que je t'ai connu via les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, quand j'ai commencé à entreprendre. Et c'est vrai que la création de contenu sur LinkedIn m'a beaucoup surprise, vraiment. Parce que LinkedIn était vu avant comme une plateforme où on mettait son CV plus ou moins. Et moi, je suis sur des sujets plutôt sur le rapport à l'argent. Je vois tes sujets qui sont à la croisée de plusieurs, thématiques. L'émancipation des femmes, qu'elles soient financières, qu'elles soient politiques, qu'elles soient au niveau, de la parole. Et j'aimerais revenir avec toi sur, le départ, sur toi, ta première prise de conscience en lien avec l'argent, avant celle que tu as pu accompagner avant. Elle était quand? Oh waouh, c'est une vaste question. Je pense que la première prise de conscience que j'ai eue par rapport à l'argent, c'est quand j'étais salariée. Et Mmh. j'avais un variable qui dépendait de mes ventes. J'étais Mmh mh. chasseuse de tête, donc en gros, quand tu es chasseuse de tête, tu as des mandats, et puis Mmh. tu places des candidats, et puis tu t'es payé au placement, quoi. Et le, s- enfin, la prestation, en fait, le montant, c'est un pourcentage du salaire de la personne que tu places. Donc, tu vois, par exemple, je sais pas, il y a des placements, tu vas prendre 20% du salaire annuel brut du candidat que tu as placé. Et donc là, là, il y a eu plusieurs sujets autour du rapport à l'argent. Donc le premier qui était, bah, si tu réussis, t'es payé plus, donc très basique, Mmh. mais
bah, en fait, moi là-bas, je suis ingénieure, donc je suis pas commerciale, donc c'est vrai que Mmh. bon, bah, c'était original quand même pour nous de manière de Mmh. procéder. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Deuxièmement, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est cette manière de rémunérer une prestation qui était au pourcentage. Et je trouvais ça toujours très bizarre parce que moi, les profils qui étaient les plus durs à recruter, c'était pas forcément les profils les plus capés. Donc, il y avait les plus Mmh. gros salaires. Donc, par exemple, pour moi, c'était plus difficile de recruter un technicien qui était bac+3 que de recruter un ingénieur. Et pourtant, il avait un niveau de salaire qui était plus bas. Et donc, forcément, une commission que j'allais Mmh. toucher ou qui allait être facturée plus basse. Donc déjà, en fait, je trouvais ça bizarre. Euh, Mmh. et, euh, et après, il y a la question de l'argent qui s'est posé sur mon propre salaire, quoi. Parce que Mmh. quand moi j'ai commencé à travailler, je sortais d'école d'ingénieur et on- j'avais fait un bac+5, donc tu vois, on te promet plutôt des salaires aux alentours, je me rappelle, à l'époque, avant l'inflation, pardon, c'était, Mmh. euh, je sais pas, 40 000 € par an, tu vois, un Mmh. peu le standard qu'on te disait de sortie d'école. Et puis, mon premier salaire, c'était 26 000 € par an. Donc, Mmh. tu vois, c'était beaucoup plus bas que ce Mmh. que je pensais. Donc, voilà, je pense que ça, c'était un peu mon entrée dans le monde du travail avec ce Mmh. premier job et un rapport à l'argent qui, en tout cas, auquel j'étais, je pense, pas préparée, ou en tout cas, OK. dans une certaine forme de désillusion, je pense. OK, et dans ton foyer, là où tu as grandi ou même à l'école, est-ce qu'on parlait d'argent? Est-ce que c'était tabou ou source de tension ou c'était la joie? Comment c'était, en fait? Parce que ça a dû influencer justement tes premières années, dans le salariat. Ouais. Moi, on a toujours parlé d'argent très ouvertement. Donc, Mmh. l'argent, chez moi, c'est pas du tout tabou. Je suis d'une famille d'entrepreneurs et Mmh. d'entrepreneuses. Donc, j'ai très petite entendu parler de chiffre d'affaires, de marge, de gros chiffres aussi. Donc, c'est vrai que pour moi, l'argent, ça a toujours été, enfin, il n'y a jamais eu trop de tabous autour de l'argent. Après, je ne savais pas trop enfin combien mes parents gagnaient, etc. Mais Mmh. en tout cas, c'était plus un moyen transactionnel. En fait, c'était plus sous l'angle très vite, sous le prisme du business. Et Mmh. peut-être, donc ça, c'était la partie un peu plus business, mais la partie un peu plus aussi perso, je dirais que ma mère a toujours été quelqu'un de très dépensière. C'est quelqu'un qui adore Mmh. la vie. C'est une artiste, c'est une épicurienne, voilà. Et c'est vrai qu'elle a toujours beaucoup dépensé, ou en tout cas, je sentais que l'argent lui brûlait un petit peu des doigts. OK. Et moi, c'est vrai que ça m'a toujours un peu insécurisée, je pense. Et à Mmh. l'inverse, en fait, moi, j'ai toujours été plutôt du genre à avoir peur de plus en avoir, alors même qu'on en avait, Mmh. quoi. Mais ouais, c'est une peur qui est venue très tôt, la peur de manquer d'argent, malgré le fait que je n'en ai jamais manqué. Donc, Mmh. ouais, je pense qu'il y a ces deux éléments. À la fois, c'était pas du tout tabou, et à la fois, j'ai l'impression d'avoir grandi avec la peur de manquer. OK, et comment tu as fait pour te défaire justement de cette peur ou de certains comportements que tu as pu hériter même inconsciemment, pour devenir la femme d'affaires que tu es aujourd'hui, en fait? Oui, tu es une femme d'affaires, Nina. Non, non, c'est pas ça. C'est plus. Il y a une Mmh. phrase que j'ai lue un jour qui dit Mmh. euh, les entrepreneurs sont des machines à produire qui carburent à l'anxiété. C'est vrai. Ah, c'est Et vrai. donc, tu vois, en fait, cette peur de manquer, cette anxiété vis-à-vis de l'argent, euh, enfin, aujourd'hui, elle s'est un peu apaisée, mais en tout cas, on peut être une femme d'affaires et avoir quand même de l'anxiété de manquer. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de Mmh. personnes se lancent dans l'entrepreneuriat avec cette ambition de résoudre leur anxiété vis-à-vis de Mmh. l'argent en se disant que quand ils, elles en auront plus, ils seront moins inquiets. Donc, Mmh. je, 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 je pense qu'en tout cas, le, le, enfin, c'est deux sujets qui sont différents. Et donc, Mmh. mon expérience, ce qu'elle m'a montré, c'est que malheureusement, même avec beaucoup d'argent, l'anxiété ne se résout pas. L'anxiété, en fait, on peut avoir peu d'argent et être très Mmh. inquiet, peu d'argent et être très serein, beaucoup d'argent et être très inquiet, et beaucoup d'argent et être très serein. Donc, le constat que j'ai fait avec cette réussite professionnelle, entre grosses guillemets, si tu veux, je pense que c'est un peu ça le sens de ta question, c'est que ton rapport à l'argent, il est intrinsèque
et à traiter en lui-même, en fait, au-delà de ta réussite, enfin, au-delà du business, en fait. Et Mmh. d'ailleurs, tu peux traiter l'argent euh, en- dans tes finances personnelles autant que dans ton business. Donc, il y en a qui sont très bons dans le Mmh. business à gérer leur argent, pas du tout dans le perso. Donc, je pense Mmh. que c'est plus un sujet Mmh. personnel qu'un sujet business au final. Mmh. Je suis d'accord avec toi. J'ai eu récemment un invité, qui me disait qu'il avait des clients qui c'était un conseiller en gestion de patrimoine et quand il s'agissait de business, ben, on se disait: «Beh, c'est pas réellement mon argent», mais dès que c'était l'argent sur le notre propre compte en banque, il y a une identification personnelle très forte et c'est vrai que là, les peurs remontent et cetera. Donc OK, intéressant. Et du coup, comment tu es arrivé, toi qui as eu ce parcours d'ingénieur puis, un peu commercial, à la création de contenu? En fait, tu t'es dit un jour: «Ben, je quitte, ce métier de commercial, et je crée ma propre boîte». Est-ce qu'on t'a empêché de dire ce que tu avais à dire à un moment, donc tu t'es dit: «Ben, il faut que j'apprenne aux femmes à parler, à communiquer»? Ouais, en fait, alors je me suis lancée dans la création de contenu par hasard. Moi, j'étais chasseuse de tête, donc j'utilisais LinkedIn pour Mmh. trouver des candidats et pour trouver aussi des mandats auprès de mes clients qui étaient majoritairement des RH et des DRH. Mmh. Donc finalement, cette plateforme, je l'ai investie très vite et à l'époque, c'était la plateforme du patriarcat. Ça ressemblait à un Mmh. codir, c'est-à-dire des mecs blancs aux cheveux gris et en costard cravate. Donc c'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui de LinkedIn Ouais. où il y a beaucoup de storytelling, il y Mmh. a des femmes qui prennent la parole. Enfin voilà, à l'époque, c'était pas du tout le cas. C'était plutôt des mecs qui se racontaient leur levée de fonds ou qui prenaient la parole plutôt corporate. Mmh. Et donc, moi, je me suis retrouvée là-dedans, mais je créais pas du tout du contenu. Et il se trouve que j'ai essayé de me former au recrutement parce que moi, à la base, j'étais pas du tout recruteuse. Et sur le chemin, j'ai cherché des personnes qui pouvaient m'aider. Et dans ces personnes-là, j'ai croisé le chemin d'une entreprise qui s'appelle l'École du recrutement, qui s'appelait l'École du recrutement, enfin Linkhumans à l'époque. Et en croisant cette entreprise, j'ai croisé son fondateur et son cofondateur qui s'appelle Laurent et Nicolas. Et eux, ils créaient du contenu. Et ce qui était génial, c'est que grâce au contenu qu'ils créaient gratuitement sur Internet, notamment sur YouTube, mais aussi sur LinkedIn, eh ben, j'ai pu me former au recrutement. Ressources que j'avais pas dans ma boîte. Et comme tu l'as compris tout à l'heure, mon salaire dépendait de ça, accessoirement. Mmh. Donc j'étais bien heureuse de trouver des gens qui mettaient à disposition gratuitement des ressources. Et ce qu'ils faisaient, je trouvais ça génial. Non seulement ça m'a aidé personnellement, puis en plus de ça, bah, ça m'inspirait parce que avoir cette position, être capable d'aider des gens, etc., bah, ça m'a beaucoup inspiré. J'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient et puis même c'était cool, quoi. Et donc finalement, j'ai fini par postuler dans cette boîte et Mmh. par leur dire, bah écoutez, j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que je peux venir bosser avec vous? Ils m'ont dit oui. Donc je me suis retrouvée à travailler dans cette entreprise et au contact de personnes qui elles-mêmes créaient du contenu. Bah, je me suis dit, bah moi j'ai rien de différent d'elles, donc je me suis mise à créer du contenu. À l'époque j'étais salariée, donc j'avais rien OK. à y gagner, mais simplement le plaisir d'apprendre quelque chose que je trouvais intéressant, que je trouvais Mmh. utile, que je trouvais impactant, parce que bah, ça m'a moi-même aidé et impacté. Mmh. Et alors même que j'étais salariée, donc je publiais quasiment tous les jours, bah, j'ai commencé à de plus en plus aimer, apprécier, être bonne et puis être suivie. Donc je parle de ça il y a quasiment 10 ans maintenant. Mmh. Et puis au final, j'ai changé de boîte et je suis restée que 4 mois dans cette dernière boîte, mais ça s'est très mal passé. Sauf que j'avais le projet d'être enceinte et je Mmh. restais dans un job qui me plaisait pas parce que je voulais être enceinte. Et un jour, je me suis pointée, ils avaient viré tous mes collègues, moi, ils m'avaient gardée. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, bah, je me casse, je m'en fous, je vais être enceinte, mais c'est pas grave. Euh, on verra bien. Et puis 2 semaines après, je me rends compte que je suis enceinte. Donc Mmh. finalement, je peux pas prendre un autre job salarié parce que je devais leur annoncer que j'allais être enceinte. Donc il fallait Mmh. trouver un autre plan. Finalement, c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise en me disant, bah OK. moi, je suis experte en marketing, donc je vais bien trouver des gens qui Mmh. vont acheter mes prestations. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer. Mais à l'époque, voilà, je créais déjà du contenu. Et donc, j'ai fait mes 10 000 premiers euros. Je fais quasiment le premier mois, je Mmh. pense. Donc, ça allait assez vite après, au final. OK, d'accord, c'est super intéressant puisque, ça a pas dû être simple en fait
de penser, d'arbitrer maternité et business, enfin, maternité et création d'entreprise. Et est-ce que tu as eu, certaines craintes, même si là tu dis que tu as fait quand même tes premiers milliers d'euros assez facilement parce que tu avais l'expertise, mais ça ne t'a pas freiné à un moment? Parce que, ben, j'en connais beaucoup des entrepreneuses qui retournent dans le salariat quand elles savent qu'elles ont un projet maternité, parce qu'elles ne savent pas comment gérer, justement, leur boîte et cette future grossesse. Mmh. Bah là, je sais pas vraiment comment j'aurais pu faire parce que à la fin de la période d'essai, de toute façon, ça se serait vu que j'étais enceinte. Donc, de toute Ouais. façon, j'avais pas trop le choix, quoi. Mmh mh. Donc, c'était pas un choix, pour le coup. Après, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai eu peur? Oui, j'ai eu peur euh, parce que j'avais 9 mois, quoi, pour créer une boîte rentable, que je me suis donné cette deadline, que je savais pas du tout comment j'allais être en tant que mère. Donc Mmh. j'arrivais pas du tout à me projeter sur est-ce que j'allais continuer à travailler, est-ce que j'allais m'arrêter, est-ce que j'allais m'arrêter pour 4 mois, pour 6 mois, pour 2 ans. Je me rendais pas compte de la mère que j'allais être. Donc j'avais très peur aussi d'être aspirée par la maternité et du coup de plus du tout avoir d'énergie pour le travail, de plus avoir envie de travailler, de plus avoir d'ambition, de plus aimer apprendre. Enfin, je savais Mmh. pas du tout à quoi m'attendre. Donc ça, c'était vraiment ma peur. Ma peur, elle était, je pense que j'avais plus peur de la maternité que de l'entrepreneuriat au final. Mmh mh. Et d'ailleurs, je trouve que c'était beaucoup plus dur Mmh. que d'entreprendre, d'être mère. Mais pour en revenir à ta question, ouais, les peurs, c'était la peur de se lancer. Mais après, on est en France, Mmh. honnêtement, j'avais le chômage. Donc, Mmh. enfin, faut être réaliste, on a quand même la chance, cette chance-là en France. Et d'ailleurs, je trouve que c'est important de le souligner. C'est important de supporter aussi cette solidarité que je trouve hyper importante. Et pour le coup, bah oui, je prenais un risque, mais enfin, au pire des cas. Ouais. Je retournais dans le salariat, quoi. Donc ça restait quand même un risque mesuré. OK, OK. OK. Et du coup, bah, une fois tu crées ta boîte, donc Ramène ta fraise, le nom déjà il est extra, parce que, beh, on a un peu l'expression, beh, se la ramener et c'est vrai que c'est un peu ce que tu encourages. Tu dis en fait aujourd'hui que les femmes, elles font beaucoup moins de business que les hommes parce qu'elles ne se rendent pas visibles. Et c'est un constat, on le voit surtout sur des tu l'as dit, hein, sur des plateformes comme LinkedIn qui sont beaucoup plus, qui étaient beaucoup plus, masculines parce que c'était plutôt du business par rapport à des plateformes comme TikTok et Instagram qui sont, des plateformes où on fait beaucoup plus de lifestyle, beauté et cetera. Donc il y a plus de créatrices de contenu. Comment toi, aujourd'hui, tu encourages en fait ces femmes à utiliser cet outil comme, levier d'émancipation financière? Ouais, ouais, effectivement, en fait, moi, j'ai pas démarré comme ça. Moi, parce qu'au début, je Mmh. voulais simplement vendre mes prestats. Et un jour, il y a un top 10 LinkedIn qui est sorti et il y avait que deux Mmh. femmes dans ce top 10. Donc moi, et en plus une amie à moi. OK. Et là, je me suis dit que, bah, en fait, soit je restais toute seule au sommet, soit je ramenais les autres avec moi. Mmh. Et donc, j'ai créé un live où il y a 800 femmes qui sont venues pour Mmh. apprendre à publier sur LinkedIn. Et c'est un live gratuit. Et, et en fait, je me suis rendu compte à quel point elles avaient envie de prendre la Mmh. parole, à quel point c'était quelque chose qui était important pour elles. Et c'est là où j'ai commencé à poser les premières briques de ce qu'allait être ma boîte. Et D'accord. parmi ces femmes, il y avait une personne qui s'appelle Elise, et puis elle a créé un groupe qui s'appelle Ramène ta fraise. Et Mmh. donc ça a créé, elles ont commencé en fait j'aurais lancé un défi de publier tout ensemble, donc elles ont publié Mmh. tout ensemble, et quand on le fait ensemble, on a moins peur. Donc il y a vraiment cette idée de se lancer à plusieurs, cette idée de ne pas se sentir seule, cette idée de savoir que s'il y en a euh, Mmh. qui ont un problème, bah, les autres peuvent venir l'aider. Et le groupe protège, et c'est ce que font les hommes depuis la nuit des temps. Quand ils font des boys clubs, ils se soutiennent, ils s'encouragent, ils se font monter. Là, nous, on est éduqués à être des rivales. Là, je pense Mmh. que moi, je les aide de plusieurs manières. Je leur donne la connaissance, le contenu, comment faire une bonne accroche. Mais je les aide. Enfin, j'ai surtout créé du lien entre elles. Là où en fait, on est éduqué à être divisé. Mmh. Et la troisième brique, c'est peut-être le passage à l'action. En fait, il suffit pas d'avoir des gens, il suffit pas d'avoir de la connaissance, mais encore faut-il l'actionner et passer à Mmh. l'acte. Et donc, ouais, c'était les trois briques qui, je pense, ont été ensuite.
ben, le moteur Ouais, de OK. ces femmes. Et puis derrière, j'ai lancé des challenges qui ont Oui. ramené plus de 30 000 personnes. J'ai aidé 30 000 femmes, etc. trente Donc en mille fait, personnes? Ah oui, je me bah rendais ouais, pas compte quand j'y étais. Ah oui. bah ouais, 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 c'est un peu. Bah, il y a eu 5 éditions de Ah challenge oui. elles ont fait entre 10 000 et enfin entre 5 et 10 000 Ouais. inscrits. Mmh. OK. OK, OK. Ah oui, c'est vraiment OK. Mais c'était une sacrée organisation alors. Parce que c'était fluide. En tout cas de mon côté, en tant que participante, c'était hyper fluide et mais du coup, tu vois, moi j'y suis allée en me disant: «Mais j'ai rien à perdre, je vais apprendre quelque chose». Mais alors ce qui m'a rassurée, c'est qu'on écrivait et je pense que si on était allé tout de suite sur de la vidéo, j'aurais dit non. Et à l'époque, en tout cas. Et mais comment tu fais, en fait? Parce qu'il y a toujours, cette peur de ben, enfin, c'est pas une peur, c'est un risque, de se faire harceler, d'avoir, des commentaires, toujours sexistes, misogynes et cetera. Et ça peut, freiner, en fait, l'envie de s'exposer ou l'envie de partager juste son savoir. Ouais. Bah, faire des espaces publics, des lieux dangereux pour les femmes, c'est une manière de les rendre pas visibles. Et donc, tu vois, Mmh de la même manière que une femme qui se sent en danger dans la rue, elle va moins sortir, elle va moins mh. investir l'espace public, donc elle va moins, ouais, elle va moins faire de choses tout simplement. Bah, en fait, c'est pareil, les femmes qui osent sortir du bois et se rendre C'est vrai. publiques, eh ben, en fait, il y a cette menace qui plane sur elles et c'est une manière de les faire taire, au même titre que Mmh. les sorcières qui étaient des femmes de pouvoir. Mmh. On les brûlait justement parce qu'elles avaient du pouvoir et donc cette crainte, elle est justifiée et elle dépasse l'individu. Elle est inscrite dans nos veines, dans nos gènes, dans ce qu'on a Mmh. vécu en tant que femme, tout simplement, Mmh. en tant que sœur. Donc premièrement, cette crainte, elle est légitime et il faut Mmh. comprendre qu'elle est systémique et qu'elle n'est pas individuelle. Ce que tu vis, cette peur-là, elle est partagée par d'autres et c'est pas toi le problème. C'est en fait Mmh. une société qui t'a éduqué, inculqué et qui t'a fait devenir comme ça. C'est pas Mmh. toi. Ça, c'est la première chose, c'est de comprendre. La deuxième chose, c'est de se protéger avec le groupe. Donc, le groupe, il aide beaucoup. Parce que quand tu as des haters, en fait, les autres, elles peuvent venir te défendre, elles peuvent venir te Mmh. rassurer. Donc, il y a déjà qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Et puis le soutien émotionnel qu'elles peuvent t'apporter. Et, euh, et troisième chose, ce qui est intéressant, c'est aussi de se demander euh, de quoi j'ai peur et si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Exemple, Mmh. je vais publier un post, tu imagines le pire scénario possible. Je sais pas, t'as un commentaire sexiste par Mmh. exemple, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plusieurs options qui s'offrent à toi, tu peux le supprimer, tu peux répondre, tu peux Oui. aller parler à la personne en DM, et donc un peu mettre sur le papier ces différents Mmh. scénarios, et imaginer des réponses à ces scénarios. C'est une manière aussi de montrer à ton cerveau que même si ça arrive, bah, il y aura t'auras les moyens de te protéger et de te défendre. Mmh. OK. OK, OK, je comprends et pourquoi, en fait, de «Ramène ta fraise» qui fonctionnait bien, enfin qui fonctionne toujours bien, pardon, tu, décides après de lancer un média, le Divan des patronnes? Parce que pour moi, tu étais déjà dans la création de contenu, on va dire que tu avais trouvé un créneau qui alors tu me diras, qui te correspondait vraiment. Et là, en fait, tu décides d'ajouter, le côté audio, la parole différemment. Pourquoi, en fait? Est-ce que c'était aussi une histoire comment je peux dire ça? Une décision business? Parce que, ben, on dépend des algorithmes aussi quand on est sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc avoir son podcast, c'est aussi avoir son propre espace. Pas vraiment parce que en fait, enfin parce que mon propre espace, je l'ai, j'ai ma liste email. Donc moi, Mmh. c'est ce que j'enseigne à mes clientes quand je leur dis de publier sur LinkedIn, c'est bien, mais en fait, mais ça suffit pas, parce que c'est pas ça qui va sauver ton business. Mmh. Donc il y a cet aspect, comment tu crées une liste email, comment tu crées une liste de prospects, comment après tu la travailles pour Mmh. avoir du business. Ça, c'est tout ce que j'explique dans mon livre Copywriting, justement pour entrepreneurs. Et donc, c'est pas tant le fait que je dépendais des algos, parce que Mmh. bah, finalement, avec une liste email de 50, enfin 30 000 emails, Mmh. moi, j'avais pas trop ce problème-là. En revanche, je pense que quand on a un business qui est très incarné, comme le mien, avec une marque personnelle très forte,
ce qui se passe, c'est que nous, on évolue. Et donc, la Nina qui enseignait LinkedIn il y a 4 ans, 5 ans, bah, ah, c'est bon, en fait, je l'ai fait en long, en large, en travers. Je pense que j'avais quelque chose à transmettre, à donner. Moi, je pense, personnellement fait le tour. Mhm. Je pense avoir, à mon échelle, changé un tout petit peu euh, les fils d'actualité en mettant plus de femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent le relais. Elles sont là, elles sont fortes, elles s'entraident. Il y a plein de choses Mhm. qui sont faites dessus et c'est génial. Et finalement, moi, j'étais là à un moment où on avait besoin de moi pour initier Mhm. ça et les choses m'ont dépassé. Donc, quelque part, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mhm. Et enfin, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus que ce que j'ai déjà fait. Et Mhm. quelque part, j'avais envie de créer un nouvel arc et apporter ma pierre à l'édifice sur un autre sujet. Et le sujet, Mhm. c'est le divan des patronnes. Et le sujet de fond, c'est la santé mentale des entrepreneuses. Et donc aujourd'hui, bah, c'est euh, la nouvelle, le nouveau sujet que j'ai envie de traiter, que j'ai envie de rendre central à la fois pour moi, parce que bah, ça m'a été important, au même titre que LinkedIn, ça m'a été important à l'époque, Mhm. mais aussi parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, que c'est tabou, que les femmes portent sur elles non seulement le travail évidemment d'entrepreneuse, mais aussi le travail domestique et qu'aujourd'hui Mhm. elles y arrivent malgré ça. Et quand moi-même j'en ai eu besoin, j'ai pas trouvé beaucoup de réponses. Mhm. Et donc aujourd'hui c'est plus en termes de sujets que j'ai envie d'aborder qui m'ont mené à cette nouvelle brique plus que une stratégie business. Mais comme tu dis, hein, j'aurais pu continuer, ça aurait pu continuer de Mhm. tourner. Il se trouve que là, j'ai un peu mis ce projet-là de côté. Peut-être que j'y reviendrai à un moment en me disant, Mhm. oui, j'ai envie de relancer un challenge, j'ai envie de relancer un bootcamp, une promo, etc. Mais aujourd'hui, euh, bah déjà, financièrement, je suis confortable, donc j'ai pas forcément Mhm. le besoin. Et puis c'est surtout là, là où j'ai le plus de besoin, c'est quelque part de traiter des sujets différents où j'estime que j'ai quelque chose à apporter qui n'existe pas aujourd'hui, comme à l'époque, j'avais quelque chose à apporter qui n'existait pas. Mhm. OK, OK, OK. Donc aujourd'hui, tu t'es construit ton écosystème. Tu as toujours Ramène ta fraise, tu as le divan des patronnes et la pépinière aussi à côté. Donc cet écosystème qui te nourrit au quotidien, qui te permet de t'exprimer différemment. Et là, il y a quelque chose que tu viens de dire, c'est que maintenant ça va, je me sens bien, je suis à l'aise financièrement. En allant, sur tes réseaux et en suivant tes publications, je sais que, oui, tu as atteint effectivement, le 1 000 000 de chiffre d'affaires. Je précise, c'est du chiffre d'affaires pour celles et ceux c'est important parce que, on peut faire, des confusions avec ce qu'on a réellement sur le compte. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire il y a un moment, j'ai vu aussi que tu as ralenti, en fait. Tu as ralenti, après la course justement, au CA, j'ai l'impression qu'il y a eu un recentrage sur toi, sur ce qui était important, sur tes priorités et en fait, j'aimerais savoir, pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, quand on a ces fameux paliers qu'on essaye de franchir, que ce soit 200, 500 K, 700 K, 1 000 000, il y a ce paradoxe de oui, ben c'est bon, on peut prouver qu'on sait faire de l'argent, mais on devient des machines qui payent des charges, en fait. On devient un peu esclave de sa société. On n'a plus la liberté qu'on cherchait, en fait, quand on créait au début. Comment on fait, en fait? Ouais, ouais, bah complètement, c'est complètement ce qui m'est arrivé, hein. Moi, alors j'ai été portée par ma croissance, c'est-à-dire que moi j'avais un restaurant qui marchait bien. Enfin, je te donne l'analogie d'un restaurant qui marchait bien. Mmh Je servais mes, je sais pas, 20 couverts et puis je voyais qu'il y avait une queue de 100 personnes devant le resto. Dans ce cas-là, tu as mh. deux choix. Soit t'augmentes les prix, Mmh. soit tu restes comme ça et t'acceptes de dire non à des clients et de pas prendre de l'argent que potentiellement tu pourrais prendre, soit tu ouvres un autre restaurant à côté pour pouvoir Mmh. prendre plus de gens. Et donc moi j'ai commencé, moi j'étais à la salle quoi, je faisais de la salle, je faisais Mmh de la mh. cuisine et puis je faisais tout dans mon resto. Et puis après j'ai vu ça, je me suis dit bon bah on va créer un deuxième resto, sauf qu'il faut recruter des gens pour faire tourner le premier restaurant. Mmh. Et puis au moment où tu es en train de recruter, tu es en train de former, bah t'es plus en train de cuisiner, tu es en train de recruter, de former et de manager. Mmh. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours la queue devant le restaurant, donc t'en crées un troisième, puis un quatrième, et finalement tu te finis avec 10 restos, et ton métier c'est de t'assurer euh, que les bonnes personnes sont aux bons endroits et qu'elles font bien leur travail.
Mmh. enfin, tu vois plus tes clients. Ton métier, Mmh. c'est presque plus de parler à ton équipe que ce que tu faisais à la base. Et puis, tu touches plus du tout à tes casseroles, quoi. Et bah ouais, Mmh. c'est un peu la même chose qui m'est arrivée. C'est-à-dire que euh, plus le temps est passé et plus je m'éloignais de ce que j'aimais faire à la base, c'est-à-dire accompagner les femmes. Moi, je les voyais, moi, je passais du temps avec elles. Finalement, c'était mes équipes qui passaient du temps avec elles, c'était Mmh. mes coachs, c'était mes accompagnantes, etc. Et Mmh. moi, je passais du temps avec elles, alors qu'à la base, c'est là où j'ai le plus de valeur, j'ai le plus d'expertise et c'est ce que j'aimais Mmh. à l'origine. Et je pense que, on vit dans un monde avec des discours qui sont très orientés sur la croissance, très orientés sur toujours plus, qui sont aussi des discours hérités du capitalisme Oui, et du patriarcat, en fait, oui. d'accumuler un maximum de richesses et Mmh. d'exploiter aussi Mmh. la force de travail d'autres personnes enfin voilà. Et donc en fait, je pense que c'est difficile de trouver d'autres modèles que celui-là dans l'entrepreneuriat parce que c'est ceux qui sont le plus valorisés, etc. Mmh. Et donc, de manière un petit peu naturelle, moi, j'ai juste suivi les prochaines étapes comme une bonne élève jusqu'au jour où je me rends compte que, en fait, moi, à la base, j'aimais écrire et accompagner Mmh. des femmes. Et c'est là où... Et ça faisait beaucoup d'argent. Donc, tu parlais de marge, il y avait Mmh. 50% de marge chez Ramène la Mmh. fraise. Donc, tu vois, c'est même pas le sujet de combien d'argent ça faisait. Ça faisait beaucoup, beaucoup d'argent. Et voilà, c'est pas du tout ça le sujet. C'est plus, bah, quel plaisir moi j'avais, quel niveau d'anxiété j'avais aussi. Mmh. Et je, je pense que quand j'ai fait en 6 mois le chiffre d'affaires, le double du chiffre d'affaires que j'avais fait l'année précédente, je me suis dit, bah, je prends 6 mois pour me recentrer. Donc au mois de juin, euh, Mmh. j'ai mis la boîte en pause. Je bossais Mmh. que avec des freelances, donc j'avais pas de Mmh. salariés vraiment. Donc tu parlais tout à l'heure de nourrir la bête et d'avoir des charges. Moi, Mmh. l'intelligence que j'ai eue dans cette histoire, entre guillemets, la clarté d'esprit, entre guillemets, je sais pas Mmh. si c'est de l'intelligence, mais en tout cas, c'était de me dire, je fais des charges variables. Donc, j'ai pu Oui. arrêter toutes mes charges et je me suis donné 6 mois pour faire le point parce que la réalité, c'est que j'avais pas besoin de plus d'argent. J'avais plein d'argent sur mon compte, mais je ne savais même pas, j'avais même pas le temps de l'investir tellement Oui. bah, je travaillais. Donc, et puis, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai eu un enfant. Donc, accessoirement, tout ça s'est passé avec un enfant, donc avec tout ce que ça implique aussi de découvrir le rôle de mère. Donc, j'ai fait une pause de 6 mois. Et puis, à la suite de cette pause, je me suis posé la question, est-ce que j'avais envie de remettre une pièce dans la machine et de repartir sur ce Mmh. premier modèle de boîte, ou est-ce que j'avais envie de faire autre chose? Puis, comme je te le disais tout à l'heure, finalement, le sujet que je traitais, enfin, Ne t'intéressait plus. Mmh. bah, il m'intéresse toujours, mais en fait, je pense que j'ai apporté ce que j'avais apporté. Et puis quelque part, aujourd'hui, ouais, j'ai plus envie de m'intéresser voilà, au sujet de la santé mentale, de comment tu crées aussi un business au service de ta vie. Alors ça, il y a Mmh. aussi une grosse dimension business, hein. On parle d'offres, on parle de Mmh. rentabilité, on parle voilà, on Mmh. parle de délégation, donc on parle vraiment de ces sujets. Voilà, je pense que j'ai plus à apporter là-dessus aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, j'accompagne aussi des entrepreneuses qui sont plus avancées. À Mmh. l'époque, c'était beaucoup des femmes qui se lancent et c'était trop bien et j'ai adoré. Et tu me dis que tu m'as Mmh. connue à cette époque-là, ça Mmh. m'étonne pas. Aujourd'hui, ben, moi aussi j'ai grandi. Et du Oui. coup, bah, je pense que c'est toujours bien Mmh. d'enseigner à la marche qui est juste en dessous de nous parce qu'on vient de le Mmh. faire. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie d'enseigner la marche que je viens de passer. Comme à l'époque, bah, je voulais enseigner le 0 10 000. Aujourd'hui, bah, c'est plutôt, enfin, 0 Oui. 10 000 € par mois. Aujourd'hui, c'est plutôt le 10 000 € à 100 000 € par mois que j'ai envie Mmh. d'enseigner et ce que j'ai envie de transmettre, c'est plutôt là. Et surtout en évitant l'écueil que j'ai rencontré et de créer ce que j'appelle le Frankenstein, c'est-à-dire un business qui te rend plus malheureux, qui te coûte plus Ouais. qu'il te rapporte dans tous les sens du terme, quoi. Mmh. OK, OK. Et comment en fait, parce que tu parlais de maternité, comment ça a rebattu les cartes aussi pour toi? Puisque, bah, c'est bien de tu as pris 6 mois, mais je pense que ça a aussi joué sur, ce qui était prioritaire à un moment. Hem, Moi, j'ai eu un enfant, mais je me rendais même pas compte. Même, je mmh travaillais tellement, la boîte, c'était tellement, euh, j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat. Je me suis retrouvée euh, dans un mh. TGV. OK. Qui allait très vite et donc ça a pris beaucoup de place mon business, beaucoup moins ma maternité. En plus la maternité, enfin c'était plus un coup. J'aime mon fils et je Mmh. tiens à le préciser parce que j'ai cette chance d'aimer mon enfant plus que tout. En revanche, bah, c'est arrivé un moment de ma vie
où c'était dur d'avoir de la disponibilité pour les deux. Et Mmh. je pense que j'ai beaucoup culpabilisé, j'ai beaucoup souffert de pas réussir à investir ma maternité comme je le voulais. Et en même temps, j'étais libre de le faire, mais j'arrivais pas forcément à le faire parce que mes ressources, mon envie et mon énergie étaient plus mobilisées par ma boîte, Mmh. qui était aussi ma mission. Et moi, je suis aussi très portée par le féminisme, par le fait de changer les Mmh. choses. Et quand on a la possibilité d'avoir un business qui fait de l'argent et puis en même temps qui répond à ma mission, de ce que je voulais, des Mmh. femmes, de voilà, de leur donner cette place, ben quelque part, c'était tellement bien et beau pour moi que Mmh bah mh. que c'est difficile en fait ouais de mener les deux de front aussi, pas seulement sur Mmh. l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect de la mission de vie, je pense. Ouais. OK. OK, OK. OK. Et pourquoi, en tout cas quand je t'entends, tu parles beaucoup de Mhm. femmes, d'accompagnement, la sororité, c'est vrai que c'est important, mais pourquoi ce développement, en fait, économique des femmes, pourquoi il est important qu'on soit en collectif, justement, pour créer de la richesse aujourd'hui? En fait, quel rôle aussi ça a joué dans tes propres succès? Je me demande même parce que quand tu étais ingénieur, il y avait sûrement plus d'hommes que de femmes, dans les écoles d'ingénieurs. Après, ben, tu as créé tes propres boîtes où, alors je ne sais pas qui étaient tes mentors, si c'était plutôt des mentors masculins ou des mentors féminins, parce que tu disais que tu étais plutôt la première sur la place. Mais après, quand tu as voulu redonner, tu as voulu être dans le give back, ben là, effectivement, il y a eu plus de femmes qui est venue. Pourquoi c'est important, ce collectif? Alors, il y a deux sujets. Pourquoi c'est important l'argent? L'argent, c'est important parce que Euh, en fait, c'est la base de l'indépendance. Tu peux pas quitter un mari Mmh. toxique, tu peux pas quitter un job toxique, tu peux pas tenir un manager toxique. Enfin, Mmh. tous les contextes d'oppression que les femmes peuvent vivre sont quand même beaucoup plus simples si elles avaient x10 sur leur compte en banque, quoi. Donc, Ouais. déjà, l'argent, c'est important parce que c'est un levier d'émancipation dans un monde capitaliste dans lequel, malheureusement, l'argent achète des possibilités et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui restent dans des situations par précarité financière Mmh. plus que ce qu'on pense enfin plus qu'autre chose surtout. Donc si elles avaient la liberté financière de voilà, ça n'empêche pas aussi des emprises psychologiques etc. Mmh. Mais voilà, mais c'est quand même c'est vrai que c'est quand même plus facile. Donc pour moi ça passe d'abord par l'argent euh, et surtout, enfin premièrement. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais même dans mes programmes, et notamment dans mes programmes payants, euh, le bootcamp LinkedIn, euh, quand il y en a enfin, il y en a beaucoup euh, qui, quand elles prenaient la parole sur LinkedIn, dont les mecs venaient faire des remarques, venaient lui dire mais ça te ressemble pas, etc. Donc parfois Ça te ressemble pas? ouais, 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 ouais. OK. Dans ton propre foyer, tu vois, tu peux. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un premier sujet. Et Mmh. le deuxième sujet, bah, c'est justement en quoi c'est important d'être en groupe. Bah, Mmh. typiquement dans ce cas-là, quand ton mec te dit bah oui mais ce que tu fais c'est pas bien etc ou au moment où en fait tu prends cette place-là bah alors Mmh. il y a plusieurs contextes différents mais disons que quand tu changes de manière d'être au monde Mmh. il y a des gens qui naturellement vont s'éloigner parce que tu représentes pour elles et eux des choses qui voilà qui valent pas ou en tout cas qui leur font Mmh. peur ou qui leur envoient enfin peu importe et dans ce cas c'est important pour tenir sur le long terme de pas être seul. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi c'est important d'être en groupe parce que ça donne confiance, comme je te disais tout à l'heure, c'est quand tu sais que tu publies, bah, tu sais que tu es protégé. Tu vois, c'est un peu comme les poissons qui sont tout petits et Mmh. beaucoup plus petits, bah, les sardines, là, tu sais, qui nagent Oui, en oui, bande oui. sardine pour en fait Mmh. paraître plus grosses que ce qu'elles Ouais. sont et se protéger aussi des prédateurs et des requins. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect au- qui est plus politique au sens où les femmes ont été divisées. On dit Mmh. divisées pour mieux régner. Mais à l'époque, les ressources étaient accaparées par les hommes. Les femmes ont eu le droit d'avoir leur compte en banque en 1965, il me Ouais, semble. c'est ça. Donc Mmh. avant ça, si tu voulais de l'argent, il fallait le compte en banque d'un Demander. homme et de ton mari ou de ton père ou de ton frère. Donc ça veut dire que les ressources étaient limitées et Mmh. les, les, enfin, les femmes devaient, euh, puisqu'elles ne pouvaient pas avoir leur propre argent, étaient en compétition euh, envers les ressources.
puisqu'elles Mmh n'étaient pas mh. capables d'en générer par elles-mêmes, envers des ressources rares qui étaient les hommes et notamment Mmh. l'argent des hommes. Et donc elles ont dû se battre pour être la femme qui allait bénéficier de la protection sociale, Ouais. culturelle et financière des hommes. Et donc Mmh on a mh. été aussi très éduqués à se Mmh. détester. Et on dit diviser pour mieux régner. Donc, quand les femmes sont occupées à se tirer dans les pattes, elles sont pas occupées à se poser la question et à se dire, mais pourquoi nous, on se partage une toute petite tranche de gâteau Oui, là où eux, ils ont 90% du c'est gâteau. ça. Mmh Donc, mh. quelque part, c'est aussi une certaine manière de continuer à faire exister Mmh. le patriarcat. Voilà, dans les grandes lignes, ouais, Mmh. pourquoi c'est important et d'être en groupe. et comment tu aujourd'hui, avec ces femmes, tu déconstruis ces croyances sur l'argent? Comment tu parce que, bah, tu parles de santé mentale. L'argent est source d'anxiété pour certaines ou même d'euphorie, mais ça reste quand même, des comportements à réguler. Comment tu les aides, en fait, dans, tes accompagnements, dans ton quotidien? Ouais. Alors, bah, plusieurs choses. La première, c'est de pas avoir peur d'en parler. Mmh mh. Moi, je parle d'argent hyper ouvertement, Mmh non mh. pas pour dire regardez ce que j'ai fait, mais juste pour dire en fait, on peut donner des chiffres Oui, et et ça c'est existe. OK. Mmh. Euh, et tu sais, c'est cette. Moi, j'ai toujours été hyper. Pas impressionnée, mais c'est critique. D'ailleurs, c'était dans mon premier job, du fait de. euh, pas avoir le droit de donner son salaire à tes collègues, tu vois. Genre, je sais plus, Oui. c'était. Je me souviens, dans mon premier job, je suis arrivée en même temps qu'une autre collègue, et puis on Mmh. s'était vite demandé nos salaires pour savoir si, Mmh. quelque part, on était arrivé au même salaire. Et tu vois, moi, on en parle, et il se trouve que moi, j'avais plus, ou elle avait plus, enfin, je sais plus, un des deux. Je me souviens pas, et ça nous a donné à l'une et à l'autre des leviers pour se dire, mais regarde, elle est payée plus et tout. Mmh mh. Donc ça, c'est intéressant parce que donner des chiffres, ça permet de faire circuler des informations. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, de même que le groupe, quelque part, Mmh mh. permet aussi de faire circuler des infos quand il y en a une qui a réussi, à se partage aux autres. Donc ça, c'est aussi des espaces que je crée, non seulement dans les enseignements que moi, je vais transmettre, mais aussi dans ce que elles vont réussir et elles vont pouvoir se partager comme connaissances. Et donc Mmh mh. ça, c'est hyper intéressant de se dire que je suis pas la seule source de connaissances et quelque Mmh. part, ben, cette information, elle circule. Ensuite, comment je les aide donc le rapport entre l'argent et la santé mentale, je suis pleinement alignée avec toi. Euh, Il y a plusieurs choses. La première, et une des choses que je fais, c'est interroger où est-ce qu'elles mettent leurs ressources quand elles en Mmh. ont. Et c'est intéressant de voir que souvent elles dépensent beaucoup plus pour les autres que pour elles. Et notamment, moi, tu vois, je les encourage beaucoup à déléguer une grosse partie du travail domestique qu'elles s'autorisent Mmh pas à mh. faire. Je te donne un exemple. Moi, c'est mon assistante qui achète les vêtements pour mon fils parce que OK. il change de vêtements tous les 6 mois. Enfin, il grandit, il a 3 ans, laisse tomber. Donc, il faut se taper les courses, machin, racheter des pantalons, des pulls. OK. Faut se rappeler de quelle saison on est, etc. Donc, Ouais. tu vois, tout ça, Mmh mh. c'est des femmes qui font ce travail. Donc, je OK. dis pas que tout le monde doit le faire, mais je les Mmh. encourage à compter leur travail domestique. Mmh mh. Et donc, en le comptant, bah, soit mieux le répartir déjà, ou sinon, bah, le déléguer d'une certaine manière. Donc, ça, c'est vrai Mmh mh. que là où ça les aide en termes de. Enfin, l'argent, il n'est pas intéressant en soi. La question, c'est qu'est-ce que tu en fais pour Mmh mh. l- servir ta vie, quoi, et servir ton Exactement. confort, et ouais, et t'autoriser aussi à gagner de l'argent pour toi et à te mettre au service de qui tu es et pas forcément des autres, quoi. Mmh mh. Voilà dans les grandes lignes. Et la dernière chose aussi, c'est ouais, un truc que je leur dis, c'est savoir quand c'est suffisant, enough. Et donc ça, je leur demande un exercice que je leur dis de faire, c'est de chiffrer leur vie de rêve. Et ça, c'est Mmh. intéressant parce que elles se rendent compte souvent que c'est beaucoup moins que ce qu'elles pensaient. Donc, quelque part, OK. ça set up un objectif Mmh mh. et donc je trouve que ça sort un peu de la course au toujours plus. Mmh mh. C'est rarement 10 fois plus que ce qu'elles ont. En général, c'est 2 fois plus, etc. Mmh mh. Et je trouve que le fait d'avoir chiffré, d'avoir ça aussi en tête, de se dire que bah voilà, se rappeler que c'est peut-être quand tu auras atteint ça que ce sera suffisant, bah je trouve que c'est bien aussi. Mmh mh. OK, c'est un super conseil. Je pense que j'ai dû le faire il y a très, très longtemps, mais merci de me le rappeler et non, super conseil pour les femmes qui écoutent. Du coup, là, on arrive un peu à la fin, donc je vais te poser, 2 questions bonus.
La première, c'est, est-ce que monde sans argent, ce serait possible selon toi? Hmm, c'est une bonne question. L'argent, c'est pratique quand même. Mmh Donc, je mh. dirais que je pense que ce serait pas pratique. Mmh. Mais un monde où l'objectif ne serait pas d'en accumuler le plus possible. J'entendais dans un épisode de podcast, alors je sais plus du tout lequel, parce que j'en écoute. Mmh. Je crois que c'est le podcast Encore heureux, sur le rapport à Mmh. l'argent, justement. J'aime beaucoup ce podcast Mmh. parce qu'il parle de santé mentale. Et à un moment, je sais plus qui dit ça dans le podcast, mais elle dit euh, si quelqu'un avait le même rapport à l'argent qu'avec n'importe quoi d'autre, on le prendrait pour un fou. Par exemple, si tu disais, mais moi, mon but, c'est d'avoir le plus de chaises possible, tu dirais, mais c'est qui ce dingue? C'est Ça vrai, sert à rien d'avoir. Et en fait, c'est cette vrai. idée Mmh mh. d'accumulation, Mmh. de monopoliser Ouais. le plus de ressources possible, euh, et de s'accaparer le plus de ressources possible, Mmh. je pense que c'est une manière toxique d'utiliser l'argent, Mmh. qui est très patriarcale. Aujourd'hui, alors on se parle, on est en pleine guerre, littéralement, Mmh. euh, avec les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Iran, etc. Et je pense typiquement que c'est aussi des guerres de territoire, comment avoir plus Bah, de bien sûr. territoire, comment avoir plus de pétrole, comment avoir plus de ressources, comment s'accaparer le plus Ouais. de choses. Et c'est euh, aussi l'idée par des hommes et par Mmh. cette idée d'accaparer de manière capitaliste ou Mmh. voilà, Par la force. par la Ouais. force, plus Mmh. de ressources. Et ça, je pense que c'est malheureusement un, Mmh. un fonctionnement qu'on a et qu'on devrait, je pense, quitter. Ouais. Ouais. OK, OK, OK. Et l'éducation financière, tu es pour ou contre en famille ou à l'école? Je suis pour l'éducation financière. Je pense qu'il ne Mmh. faut pas décorréler les enjeux politiques autour de l'éducation financière. Donc, OK. je pense que on a tendance à vouloir neutraliser l'argent, Mmh. comme si il y avait une bonne manière, euh, enfin une seule manière, pas une bonne manière, mais comme si l'éducation financière c'était 1 + 1 = 2 et que c'était aussi neutre que ça, alors que non, l'éducation financière c'est pas neutre du tout. La manière dont tu dépenses ton argent, la manière dont tu l'investis, la manière dont tu le répartis, c'est quelque chose qui est extrêmement politique. Et je pense qu'il faut pas dépolitiser ça au sens où Mmh. euh, typiquement, bah, on parle de la théorie des pots de yaourt. Typiquement, dans un foyer, les hommes vont faire des grosses dépenses, la Mmh. voiture, la maison. Du coup, ils vont faire des prêts et à la fin, quand ils se divorcent, le mec, il a une voiture, une maison et puis la femme, elle a Ouais. acheté les courses du quotidien. Mmh. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement consciente de ces sujets, Mmh. de la manière dont on s'éduque. Autre chose aussi sur l'éducation financière, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière d'investir. Il y a des gens qui vont avoir des besoins différents, des rapports à l'argent différents, des rapports aux risques qui vont être différents. Et enfin, dans le rapport à l'argent et dans l'éducation financière, je pense que si, encore une fois, c'est une question de comment on se connaît soi-même. Je te donne un exemple, il y a un livre qui s'appelle The Art of Spending Money Mmh. de Morgan OK. Housewell. Ouais. C'est lui Mmh. qui a écrit Psychology of Money. Oui. Mmh. Et en fait, il te dit que euh, 1 euro bien dépensé pour toi, c'est pas forcément la même chose que 1 euro bien dépensé pour moi. Je te Mmh. donne un exemple. Moi, je sais pas, je trouve que, voilà, quand je, sais pas, je pars en vacances, j'adore prendre des beaux hôtels parce que Mmh. je trouve que c'est important de dormir, machin, etc. Et puis toi, ça se trouve, en fait, c'est pas du tout ton cas et tu préfères Mmh. dormir dans un dortoir, mais investir cet argent Mmh. dans des visites et des musées, bah, il n'y a pas une bonne manière de faire. Et je pense qu'on vit beaucoup avec cette idée que l'éducation financière est neutre et scolaire, Mmh. alors même qu'elle est investie à la fois de quitter en tant que personne et à la fois investie aussi de toute la politique qu'il peut y avoir derrière Mmh. et que c'est pas juste une question de 1 + 1 font 2. Donc Mmh. voilà, moi c'est un peu mes apprentissages autour de l'éducation financière et pour te dire, donc pour répondre à tes questions, je suis pour l'éducation financière, je suis pour l'éducation financière à la maison, je suis pour l'éducation financière à l'école, je suis Mmh. pour l'éducation financière de manière large avec tous les enjeux qu'elle comporte. OK, d'accord. Mais écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup. Moi aussi, je suis pour, bien évidemment et en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. C'était très enrichissant.
On a navigué vraiment entre les femmes, la prise de parole et puis, comment mieux gérer son entreprise sans s'épuiser. Merci d'être venu et puis, bah, je te dis à très, très vite, à une autre fois. Un Mmh. grand merci à toi, merci pour l'accueil, merci de m'avoir invité et à très vite, soit sur le divan des patrons ou Oui, soit sur LinkedIn. Très bonne oui. journée. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que cet échange a fait écho chez toi et qu'il t'aidera un peu plus chaque jour à mettre de l'or dans ta relation à l'argent. Si cet épisode t'a touché, la plus belle manière de soutenir le podcast est de lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à ce type de partage que, ensemble, nous briserons les tabous. Et si tu sens qu'il est temps pour toi de transformer ta propre relation à l'argent en profondeur, eh bien je t'attends. Le lien pour un appel est en description. D'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous, prends soin de toi, prends soin de tes proches et de ta prospérité.